Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Série, l'émission. Bonjour Marie Baraco, directrice du Festival de Fontainebleau. Ça va? Entourée de magnifiques invités. Hein. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, elle nous embarque à Yopougon, en Côte d'Ivoire, en nous racontant son enfance à travers les épisodes de sa BD Akissi, l'intrépide petite fille dont on sent à travers les bulles qu'elle a beaucoup de l'autrice qui est ici avec nous. Sa première BD, Aya de Yopougon, 6 tomes, traduite en 15 langues, est adaptée au cinéma. Elle est la créatrice de la série C'est la vie et également la marraine de Série Afrique. Quel plaisir de recevoir ici Marguerite Aboué. Bienvenue. Bienvenue Marguerite. Il donne l'impression d'avoir tout fait et de passer d'un univers à l'autre avec autant de flegme que de talent. Il est passé par la régie, l'écriture, la comédie, conjuguant cinéma et télévision. 1000 casquettes, 1000 talents, de Mariage à Mendoza, Nos enfants chéris à L'amour fou, en passant par Hard, Vernon Subutex et L'effondrement. Beaucoup. Il nous a fallu faire des choix dans sa filmographie dense et éclectique. Bienvenue Philippe Rebaud. Merci. Merci Philippe. Autant pour Philippe que pour Marguerite, on sent qu'on a affaire à des gens qui en ont fait des choses, qui ont déjà un beau parcours derrière eux et bien sûr plein d'avenir. Vous êtes né à Abidjan, Marguerite Aboué. Vous avez quitté Abidjan à 12 ans, pour aller vivre chez votre oncle en France, hein, c'est ça? À Paris. À Paris. Oui. Et vos parents étaient restés en Côte d'Ivoire. Hein. C'est ça, mes parents m'ont laissé partir avec ce grand-oncle que je ne connaissais pas vraiment. Une histoire déjà assez étonnante. Et vous vous mettez à écrire très très vite parce que à quel moment vient cette envie d'écrire? Alors, au départ, c'est juste parce que les nouveaux amis qu'on se fait, vous posez des questions très bizarres. Mais vous habitez dans des maisons, vous en Afrique, vous avez des voitures, vous allez à l'école. Et je me suis dit, mais vous êtes nuls, vous ne connaissez pas du tout l'Afrique. Alors que moi, étant à Yopougon, dans mon petit quartier au fin fond d'Abidjan, je pensais connaître la France. Parce qu'effectivement, on regardait des séries toute la journée qui venaient d'ailleurs et on n'avait aucun souci avec l'ailleurs. La réalité française. Et j'ai commencé à leur raconter mon enfance. Parce que j'avais besoin de rétablir une petite vérité en disant on ne vivait pas dans les arbres, mais on avait de vraies maisons. Et petit à petit, j'arrivais à captiver tous ces nouveaux têtes blondes. Et petit à petit, je me mettais à mentir, à leur raconter que je chassais le lion dans la forêt avec mon grand-père, que je me suis fait mordre par un serpent. Et j'ai vraiment une vraie morsure de serpent, c'est ce que je raconte avec ici. Et j'étais un peu, mais là, la héroïne des coups de récréation. Et puis petit à petit, j'ai continué à raconter des histoires. Ça commence avec un peu de mythomanie, quoi. Un peu quand même, parce que sinon ce métier n'a aucun intérêt. On est d'accord. C'est vrai qu'en préparant cette émission, alors il y a quelque chose qu'on fait assez régulièrement, puisque Série est un événement européen et même africain, panafricain. On reprend des morceaux d'interviews de personnalités qu'on a reçues et on essaye de tisser des liens entre les différents parcours. Et c'est vrai qu'en retraçant le parcours de Marguerite, je suis retombée sur l'intervention de Sally Wainwright. Sally Wainwright, c'est la créatrice de nombreuses séries britanniques, notamment Gentleman Jack, Last Tango in Halifax, Happy Valley. Et comme vous, elle parle des histoires que lui racontait sa mère et du fait qu'elle a toujours eu l'impression d'avoir ces histoires au fond d'elle qu'elle finit par raconter en série. Je vous propose de l'écouter. Everything I write is it's quite personal. It all needs to come from in here, so it's all really quite personal. Even when it doesn't appear to be like something like the Bronte film, they tend to be ideas that I've had for a long, long time. When I break them down or analyse where they've come from, they tend to be ideas that I've had since childhood almost. Even something like Gentleman Jack. Shivden Hall has been part of my life since I was a child. So, and something like Last Tango as well, that goes back a long, long way. It's like stories my mum told me when I was little. So I think all my work is from quite a deep, dark place that's, they've been germinating for a long time. Donc Marguerite, est-ce que c'était une évidence pour vous aussi de commencer par ce récit de votre vie, de vos histoires? Oui, alors moi je raconte l'Afrique au niveau de mes personnages. En fait, j'écris des histoires à hauteur de mes personnages. Quand il faut raconter l'histoire d'une petite Akissi, je suis Akissi. Et puis quand il faut raconter d'autres histoires, je suis aussi ces autres personnages. Mais oui, c'est important en tout cas pour moi de me dire, je pars
avec les histoires d'enfants, puisque c'est comme ça. Au départ, j'avais besoin effectivement de raconter mon Afrique, un pays heureux, des souvenirs heureux à ses nouveaux copains. Et c'est avec Akissi, c'est avec mes histoires d'enfants que j'ai fait de la bande dessinée. Donc forcément, je m'attaque aux enfants avant déjà de m'attaquer aux adultes. Mais c'est vrai que vous avez commencé par la bande dessinée. Je crois que vous n'êtes pas retourné en Afrique. Vous êtes arrivé à 12 ans en France, oui. Pas retourné en Afrique avant 25 ans. C'est-à-dire que vous avez mis 13 ans avant de retourner en Afrique, c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais du coup, le fait d'écrire comme ça, des histoires qui se passent en Côte d'Ivoire, des histoires qui se passent à Abidjan, c'est une manière de ne pas quitter l'Afrique aussi. Je me suis posé cette question. C'était votre imaginaire, en fait, votre imaginaire créatif était quelque part resté là-bas? Moi, j'étais arrachée, hein, c'est vrai, de ce pays malgré moi, et mes souvenirs font partie c'est vrai, du socle autour duquel je me suis construite. Et il suffit que je ferme les yeux pour y être, donc j'ai pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour raconter Akissi ou Aya. Et j'avais ce besoin, en tout cas, pour moi, il fallait que je raconte d'où je venais, sinon j'avais l'impression de me perdre, de ne plus être la même personne. Donc je racontais cette Afrique et j'avais besoin de magnifier, voilà, mes souvenirs. C'est peut-être pour ça que mes personnages sont si attachants, parce que il y a beaucoup de bienveillance. En tout cas, j'ai ce besoin-là de raconter une Afrique. La vôtre, la mienne, celle qu'on n'a pas l'habitude de voir, ouais. En tout cas dans les médias, et remettre cette vérité, en disant que l'Afrique c'est un continent, et comme partout ailleurs, il y a des endroits où ça va, il y a des endroits où ça ne va pas. Bien, ouais. On n'est tous pas en train de mourir de faim ou de guerre tribale. Il y a aussi de jolies histoires, puis une vie quotidienne aussi que vous racontez avec toutes ces vicissitudes et ces plaisirs. Vous venez d'où, vous, Philippe Rebaud? Moi mais oui, c'est quoi votre Afrique à vous avant de devenir comédien? Ah ouais, c'est ça, hein, Casablanca. J'ai vécu 8 ans, ouais. Et après, je suis de banlieue et de Paris. Ouais, mais... Je suis un peu, je suis un peu de partout, du coup. Mais vous en avez gardé quelque chose ou pas de ces premières années de naissance? Oui, je crois que j'ai gardé une espèce de, d'indolence, de rapport à la vie un peu différent du Parisien. Je me sens pas très... Ça va faire bizarre, hein, ce que je vais dire, mais je me sens pas très français. Je me sens pas... Du coup, d'être un peu métèque. Ouais, je me sens un peu métèque, mais au sens moustakiste du terme, c'est-à-dire, sans frontières. Du coup, ça m'a apporté ça, par exemple. De me sentir à la fois partout chez moi mais nulle part. Enfin, je m'en fous. J'ai pas de chez moi. Enfin, bon. Ouais. Voilà. Il y en a, on en reparlera, on reparlera plus tard, parce qu'il est quand même au cœur aussi de votre travail récent. Chez moi, oui, mais voilà, j'ai l'impression de venir un peu de partout. Pourtant, j'ai fait que le Maroc. Hein. Oui, mais comment vous en êtes venu justement jusqu'au cinéma? Parce qu'effectivement, pour Marguerite, ça a été la création, la BD. Hein, je n'ai pas rappelé que c'était Clément Aubrerie, puis Mathieu Sapin qui avait aussi mis des dessins, puis d'autres encore qui ont mis des dessins autour de vos histoires. Vous, comment vous en êtes arrivé au... C'est pas une succession de hasard, je crois. Non, après, il n'y avait pas une volonté comme ça Le point de départ, c'est d'aimer les héros de fiction. Enfin, moi, j'ai tout le temps vécu dans la fiction, à partir de héros que je voyais au cinéma. Et après, moi, j'ai fait une vie, j'ai pas l'impression que j'existe vraiment, j'ai l'impression que je suis une fiction, moi-même. Du coup, voilà, c'est ça mon rapport au cinéma. Je crois vraiment, enfin, les films que j'aime, je crois vraiment que les mecs existent. Je prends Macadam Cowboy, je pense vraiment qu'ils sont à New York. Les deux. Donc je pense à eux souvent. Mais voilà mon rapport au cinéma. Et après, je sais pas, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui travaillaient dans le cinéma. Moi, je faisais pas grand-chose, donc on m'a proposé de faire de la régie. Je trouvais que c'était un bon endroit où être. Puis après, ça s'est un peu arrêté, donc j'ai écrit un peu. Et puis après, on m'a dit, tu veux faire acteur? J'ai dit, ouais, mais voilà. Et du coup, j'avance comme ça, mais... Là, t'as personnage. J'ai pas l'impression d'être un personnage tant que ça, j'ai l'impression d'avancer un peu différemment des autres, dans le sens où j'ai pas d'ambition particulière. Donc je trouve que j'ai de la chance partout où je me retrouve. Je me dis, dis donc, ça aurait pu bien plus mal se passer. Non, mais ça aurait pu très très mal se passer pour un flemmard comme moi, dans une société comme la nôtre. Et ça se passe bien, je passe au travers. Mais c'est vrai qu'on magnifie toujours l'ambition, on a tendance à dire ouais c'est beau l'ambition, etc. Mais c'est beau aussi cette espèce de désinvolture en quelque sorte. Ouais, d'avoir connu Moustaki et Pierre Barou très tôt, enfin cet art de la flemme ou de la paresse, même si elle est un peu élégante. Voilà, mais voilà, je suis tout le temps en quête de l'endroit où je peux paresser sans culpabilité. Donc j'ai beaucoup travaillé ça.
Mais après, je travaille, hein, du coup. Ah ouais, mais vous avez pour me écrit, justifier de rien foutre, des fois, je suis Bien obligé de sûr. travailler, quoi. Alors, on va revenir un peu sur votre Ouais, pardon, parcours, bien sûr, de série avec Marie, mais là, ce qui nous intéresse aussi, c'est votre travail sur vous, un peu comme pour Marguerite, avec L'amour flou Oui. et Romane Boringer. Tout à fait, c'est un travail sur nous, mais on est un peu inconscient. Enfin, même quand on a fait le film, on ne s'est pas bien rendu compte. On dit que c'est ce qu'on savait faire. Du cinéma, alors on n'avait qu'à faire du cinéma pour se marrer, enfin je sais pas. Et puis la série est venue là-dessus. Au début, on s'est dit, non, on ne sait pas faire ça, enfin le film n'est pas... Et puis finalement, on s'est dit, bah oui, viens, on va le faire. Voilà. Non mais, je sais pas, c'est des expériences très drôles. Et après, un peu inconsciemment, parce que évidemment que le risque, c'est ce déballage d'intimité, même si on en fait une comédie, c'est-à-dire que c'est pas l'intime le plus profond, mais quand même, on dit beaucoup de trucs. Mais ça va, on se dit que les gens sont bienveillants, qui nous pardonneront. Bah oui, non, mais non seulement on vous pardonne, mais on aime ça, hein, Marie, on aime l'amour flou. Alors, on n'a pas encore les images de la série, parce que la série, on va en parler, elle est en création. Mais on a quand même des images du film, formidable film que vous signez avec Romane Boringer, que vous interprétez tous les deux. On va regarder tout de suite donc des images de L'amour flou, le film. Ils sont pas nos enfants. Je te remercie de les avoir faits. Toi aussi, merci. Il se passe un truc, c'est que Roman et moi, on se sépare. Oh. C'est réglé. Et ouais. Sans Roman, je vois pas comment tu vas faire. Tu vas habiter où? Papa, maman, ils vont plus habiter ensemble. Tu vas avoir papa pour toi. T'es venu avec le chien? Et c'est elle qui a voulu venir, c'est pas... Un immeuble neuf, 2 plateaux nus en béton. Et on va relier ces 2 plateaux nus par la chambre de nos enfants. Les enfants ne seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au milieu. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin-voisin. Tu peux pas imaginer que je vais pas retomber amoureuse? Tu vas plus jamais retomber amoureuse d'un mec qui va te faire 2 enfants? Et voilà, le pire! Bravo! Les enfants. Vous avez dit tous les deux à table. Beauté. Rouge, c'est pas OK? Vous devriez peut-être voir quelqu'un. Ah, mais je vois quelqu'un. Le voir plus souvent alors? OK? Ok. On a été amis, on a été amants, on a été amoureux, on a été partenaires, et maintenant on est une famille. T'as un chien? Bah oui. C'est ma pire allergie. Philippe! Ça fait 1 semaine que je te dis que je sors jeudi. Et quel jour on est? Jeudi! Putain, t'es grave! Oh putain, c'est pas vrai. Alors, il y a une question qui vient à l'esprit, pour l'un comme pour l'autre, c'est l'écriture, c'est une thérapie pour vous? Il y a un lien entre les deux? Oui, c'est vrai que je l'ai dit souvent, hein, que l'écriture, c'est vraiment une thérapie pour moi. Moi, j'ai commencé à écrire dans une petite chambre de bonne. J'avais 17 ans. Et puis, dans cette chambre, il y avait une vieille télé. Et un soir, enfin, cette télé, lorsque je l'allume, elle mettait des heures à s'allumer. Et du coup, en pleine nuit, elle s'allumait. Enfin, du coup, je ne l'éteignais plus. Et puis, un soir, elle explose. Mais à l'époque, je n'avais pas les moyens De racheter une autre télé. sortir, enfin, de racheter une télé, puis sortir, enfin, le cinéma, tout ça. Et je me suis mise à écrire. En fait, c'était pour ne pas être folle, devenir folle dans ces 4 murs. Il y avait les cours, bien sûr, mais aussi, quand je rentrais, il fallait que je déverse un peu tout ce qui m'arrivait dans la journée. Et puis les petites histoires d'Akissi aussi, enfin de moi, petite. Et voilà, et c'est vrai que c'est une thérapie. Ce qui vous fait du bien, enfin, une thérapie, ça vous a aidé à surmonter justement ce moment de solitude Ah oui. Parisien? Oui, bien sûr. Et même si moi, ce que j'aime, ce sont les autres. Ce sont les autres, moi, qui m'aident à avancer. Parce que je viens d'un pays, d'un quartier, d'une famille où la solitude, non, la solitude en commun, oui, mais en tout cas, ceux-là, même prendre un livre et se mettre à côté, tout le monde trouve ça très bizarre, tu déprimes, c'est pas normal, allez, et on vit avec les autres, on est dans les problèmes des gens, des voisins, et donc heureusement que nous, les enfants, on avait cette aire de jeu comme quartier, donc on sortait, on faisait notre petite vie, et donc je me retrouve un peu à Paris, seule dans cette chambre de bonne, et donc j'ai besoin qu'il se passe plein de choses autour de moi. D'ailleurs, quand je travaille dans le métro. Avec du bruit autour. Je m'inspire, je vais juste dans le métro parce que je vais nulle part, mais je me fais toutes les lignes là et j'écris parce que j'ai besoin
un visage m'inspire, une conversation, un mot, et je travaille comme ça. D'ailleurs, chez moi, j'ai un bureau, j'y suis jamais. Je suis toujours ailleurs, dehors, et j'ai besoin de cette solitude en commun. Voilà. Alors, la thérapie. Ouais, non, moi j'ai une thérapie par ailleurs. Enfin, bon. Non, l'écriture, mais en fait, j'écris très peu, moi. En fait, oui, je participe à beaucoup de projets comme auteur. Les gens sont sympas de me créditer comme auteur. Mais j'écris concrètement très peu. Je m'assois très peu à la table de travail. Moi, je crois que j'ai un cerveau hyperactif, en fait, et j'arrive pas à me concentrer. Donc, il faut que je travaille déjà avec des gens pour travailler, sinon je n'y arrive pas. Et après, je peux pas m'asseoir. Donc, moi, je fais des fulgurances. Quand j'en ai, c'est des fulgurances. Donc, voilà, mais j'écris pas. Ou de temps en temps, chez moi, j'ai des fulgurances. Alors, j'écris sur un bout de papier, un truc, en me disant, ah, ça servira peut-être. En fait, je rêvais d'être Henry Miller, mais j'avais oublié qu'il fallait écrire. Mais j'ai découvert Henry Miller à 15 ans et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Pas mal. J'ai oublié que lui, il s'asseyait pour écrire. Du coup, j'ai à peu près la vie d'Henry Miller, mais j'écris pas. Mais en même temps, vous êtes... Je suis d'un truc qu'il a dit, il dit les vrais poètes n'écrivent pas. Alors je me dis, bah voilà, je m'en sors bien, je suis un vrai poète. Mais en même temps, vous le disiez, vous êtes marqué comme auteur, mais vous êtes marqué comme scénariste également. Oui, en 2006, Nos enfants chéris, Benoît Cohen, vous êtes scénariste de quelques épisodes. Non, mais c'est pour ça, j'explique ma façon d'être autour de la table. C'est-à-dire que les vrais scénaristes, ils rentraient, enfin on discutait, on faisait des tables rondes, on se distribuait des épisodes et des choses comme ça, ou des morceaux. Puis moi, je travaillais en binôme avec l'un d'entre les scénaristes, et puis voilà, quand on travaillait, je disais, on pourrait écrire ça, tiens. Mais moi, j'arrive pas à m'asseoir devant... Je révèle une vérité, mais voilà, et Romane, c'est pareil, elle a bien voulu me créditer comme co-scénariste, mais en réalité, c'est parce qu'elle me connaît très bien, donc elle écrit mes répliques, moi, je fais rien. J'adore. C'est horrible, non, mais c'est vrai. On va tout dire. Sur les méthodes, c'est assez intéressant. Pas honteux, je défends beaucoup la paresse. Je défends beaucoup la valeur travail, j'y crois pas tellement. Je trouve que ça fait souffrir les gens. Je lis Le droit à la paresse de Paul Lafargue et ça me soutient. Et je pense qu'il faudrait faire passer cette idée d'un peu plus de temps pour les gens. Et voilà qui est fait. Voilà. La paresse. Est-ce que, alors, côté Marguerite, on est plutôt sur quelque chose de très structuré, puisque je regardais un peu des reportages, etc. Votre carnet, vous racontez dans vos carnets déjà toute l'histoire. C'est-à-dire qu'elle est structurée à l'origine. C'est comme ça que vous concevez vos... Oui, mais c'est une souffrance. Hein. Oui, non. C'est plus facile pour moi, parce qu'en fait, pour que mon imaginaire puisse fonctionner, il faut que tout soit précis dès le départ. Il me faut des gens précis, qui ont des problèmes précis, qui sont à un endroit bien précis. Et donc, j'installe tout, à commencer par l'atmosphère. Pour moi, c'est super important. Qu'on lise, que ce soit mes BD ou mes séries, mes films, il faut que les gens y soient. Il faut qu'ils s'y croient, il faut qu'ils y croient. Et donc, oui, donc c'est normal pour moi d'avoir ces petits carnets et de faire mes petits croquis parce que je ne dessine pas. Dommage, sinon je serais très riche si je dessinais. Et donc j'ai besoin de tout expliquer au départ à mes dessinateurs. Donc j'installe tout, je fais un storyboard avec des patates. Et ça marche très bien puisqu'ils arrivent même à me lire. et quand je termine l'histoire comme ça, avec des indications, avec les dialogues, tout ça, et on a une semaine de travail avec le dessinateur où je lui lis toute l'histoire, et là ça passe ou ça casse, hein. C'est soit oh non mais qu'est-ce que c'est nul ou c'est super, et la plupart du temps, bon, comme ça se passe ailleurs, donc ils me disent bah, c'est bien puisque c'est façon ça. Et donc on a cette semaine de travail, et après ils font leur dessin avec des photos, avec tout ce qu'ils veulent, et donc on fait des va-et-vient ensuite. Ouais. Il y a quelque chose de commun dans ce que vous racontez quand même, c'est le collectif, c'est Oui. Vous appuyez sur la collaboration avec l'autre, l'un et l'autre. Mais ça vient, enfin moi c'est pareil, hein, ça vient du Maroc, alors, dans des conditions différentes, mais mes parents qui étaient donc jeunes et vivaient entre jeunes, enfin moi j'ai été élevé par une communauté, même si on n'habitait pas tous ensemble, mais on habitait le même quartier, enfin évidemment on était français à Casablanca, donc ça faisait des... Mais en tout cas c'était le groupe quoi. Moi j'ai été élevé par des gens qui rient, quoi, enfin qui, comme je disais, par des gens qui s'occupent les uns des autres, les enfants tous mélangés, nous on élisait qui était le meilleur père parmi tous les autres parents, la meilleure mère, il y avait des... Voilà, mais c'était pour dire on était... Et de ça, oui, je pense que moi, j'ai besoin d'être nombreux, quoi. Ouais. Moi, j'adore ça. Alors, on en arrive à la série, Marguerite Aboué. Oui. On en arrive à C'est la vie.
Comment vous passez de la BD? Pourquoi vous acceptez ce projet qu'on vous propose, que vous allez coécrire ensuite? Il y a aussi des ambitions pédagogiques avec cette série. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, à ce moment-là, de passer dans la série? Alors, au départ, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle pour faire une série télé alors que moi, je suis rentrée vraiment dans ce milieu par hasard. Hein. Moi, je racontais des histoires, mais je n'écrivais pas des histoires. Donc, j'ai rencontré des personnes, Clément Breury, ensuite Mathieu Sapin, et ce sont eux qui m'ont fait venir à la BD, à la bande dessinée. Et donc, il y a Aya, qui est traduit en 19 langues, qui fait un peu le tour du monde comme ça. Et il deviendra un film, en plus. Et parce que je raconte une Afrique urbaine, moderne, enfin, vivante, tout simplement. Et je reçois cet appel du producteur Alexandre Rideau, qui me dit que est-ce que je veux bien faire une série sur des thématiques de santé très précises. La santé maternelle et infantile, la violence faite aux femmes, la planification familiale, la sexualité. Je me suis dit, mais non. Là, au début, je lui ai dit, écoutez, moi, mon écriture, c'est pas ça. C'est pas apprendre aux Africains comment mettre une capote ou se soigner. Non, moi, je refuse. Il insiste, il me dit, il faut vraiment que je vous rencontre parce que... il me raconte un truc, donc on se voit sur Paris et en fait, ce sont les chiffres qui m'ont fait changer d'avis. Il me disait qu'une jeune fille sur 3 est mariée avant l'âge de 12 ans, 1 sur 2 accouche avant 18 ans. Avant 18 ans. Mais le fait qu'il me parle de chiffres, je me suis dit, d'accord, c'est un challenge en fait. Je voulais travailler depuis longtemps en Afrique, former. En fait, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est avoir des projets avec lesquels partir en Afrique, former des jeunes à l'écriture, à la réalisation. Et puis surtout, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, moi je te donne les 30% de thématiques et toi tu mets les 70% de divertissement. Donc tu as le droit de créer tes personnages, de faire ce que tu veux avec cette série. Donc je pars et je me fais quand même aider par Charlie Belletto, oui, mon binôme. De Plus belle la vie. De Plus belle la vie. Oui. Charlie, je l'appelle mon binôme parce que c'est grâce à lui si cette série a autant, pris autant d'ampleur parce que il m'a tout appris. Oui. Et donc avec Hélène Bararunza, une jeune scénariste aussi qui sortait de l'école, j'ai pris tout ce beau monde et on est parti à Dakar et on est resté 3 semaines. Et ça donne, c'est la vie. Et ça donne, c'est la vie. On va regarder des images, Marie ? Allez. Ouais. C'est la vie. C'est parti. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Pour ça, je me fais des soucis pour les jeunes. Il y a cette nouvelle sage-femme à 7 ans. Je l'ai accueillie comme une sœur. Toi, l'étrangère, là, il va falloir apprendre à mieux t'adresser à moi. Et là, je découvre qu'elle est dangereuse. Je suis ta supérieure. Les seuls supérieurs ici sont Dr Moulay et Yaye. La jeune femme là-bas, elle est encore enceinte. Je vais avoir un bébé. Je vais te chercher une deuxième épouse. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Amène-moi au village pour que je trouve la perle rare pour Tala. Aidez-moi! Pourquoi tu fais ça? Madame, vous avez une fracture du bras. Pour travailler au centre de santé Ratanga, il faut aimer plonger dans l'inconnu et n'avoir peur de rien. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble. Et il avait raison, Alexandre Rideau, parce que C'est la vie est un énorme succès. Ça porte une tonne de messages, tout en divertissant. Il y a un public de fans à travers le monde. Comment, du coup, concrètement, tout ça s'est mélangé? Quelle a été la préoccupation de, évidemment, divertir, de raconter, le travail avec l'ONG RAS? Comment tout ça s'est organisé? Alors, en fait, pendant une semaine, l'équipe, donc Hélène Bararunza et quelques scénaristes sénégalais, on a été formés à la méthode Sabido, qui consiste à divertir, mais en faisant passer subtilement
Des messages. Des messages. C'est un auteur mexicain, c'est San Miguel Sabido. Miguel Sabido. Et son histoire est incroyable à ce monsieur. Et qui, grâce quand même à une série, il a pu faire baisser l'illettrisme dans son pays. Parce qu'il racontait une histoire sur une petite fille qui était élevée par ses parents, par ses grands-parents, parce que ses parents étaient décédés. Et c'est ses grands-parents qui se tuent à la tâche pour qu'elle puisse faire des grandes études. Donc, elle part aux États-Unis et elle continue de faire des grandes études. Et tous les mois, elle écrit des lettres à ses grands-parents. Et à chaque fois, ses grands-parents prennent la lettre, ils sont contents et ils la mettent de côté. En fait, ils ne savent pas lire. Et du coup, ils n'ont jamais su ce que leur petite fille leur racontait. Et ils sont décédés. Donc, voilà, c'était la série qui a fait rebondir un peu tous les Mexicains. Et à partir de là, 70% des personnes âgées qui ne savaient pas lire, écrire, sont allées s'inscrire au cours. Et ça, c'était magique. Donc, il s'est dit, si je peux le faire avec ça, je peux le faire avec n'importe quelle thématique. Mais alors, est-ce que vous avez pu faire évoluer des mentalités, vous, avec C'est la vie, justement? Parce que vous abordez énormément de sujets, vous en aviez présenté quelques-uns, vous parlez de sexualité, vous parlez d'excision, vous parlez de beaucoup de choses, des choses qui sont parfois un peu tabous aussi. Est-ce que tout est possible, d'abord, et est-ce que ça fait bouger les choses ou pas? Alors, tout est possible jusqu'à un point, en fait, et la manière dont on montre les choses. Et puis avant, c'est aussi respecter les gens avec qui on travaille. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion. Et donc, on ne peut pas, à chaque sujet difficile, on discutait, mais des heures, ça mettait des heures avec toute l'équipe, avec les comédiennes, parce que c'est vrai que c'est une série qui met en avant quatre femmes. Et ça, c'était des heures de discussion pour que tout le monde accepte et surtout nous dise, voilà ce que vous pouvez dire, voilà ce que vous ne pouvez pas dire. Et ça, c'était encore un travail d'équipe. Et on mettait un peu tous nos égos là, de côté. On arrivait avec un beau scénario et puis on les cassait. Mais ce qui était bien, c'était le débat après. Ça suscitait énormément de débat, toutes les thématiques qu'on abordait. Et après chaque épisode, il y avait des groupes de parole dans des villages avec des hommes et des femmes. Et c'était super. Et donc, chacun disait ce qu'il avait choqué ou ce qu'il avait retenu. C'est la puissance de la fiction, quoi, en fait, qui peut agir aussi sur le monde. Et c'est intéressant. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y en a énormément, des séries. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que je ferais bien le lien avec L'Effondrement, qui est une série qui est extrêmement marquante, et encore plus aujourd'hui, rétrospectivement. Comment l'équipe de L'Effondrement est venue vous chercher? Comment vous avez abordé ce projet, vous? Alors, mais ils sont venus me chercher classiquement. Enfin, ils m'ont envoyé le scénario, ils m'ont dit, est-ce que tu veux bien faire ce truc? Donc, au début, moi, j'y suis allé pour la forme, parce que ça m'intéressait de faire un plan séquence de 20 minutes. Mais je trouvais que c'était marrant de travailler une chorégraphie, 20 minutes, et que chaque épisode soit ça. Donc. Et après, j'ai vu l'ampleur même du fond, sur ce que ça racontait, l'effondrement de la société. Mais comme ils étaient en avance, il y a un moment où ça m'a frappé. C'est-à-dire, même après le tournage, bien longtemps après, je me suis dit, mais c'est fou, ces trois types là qui s'appellent les Parasites. Guillaume Desjardins, Jérémy Bernard, Bastien Huguetto. Voilà. Et on recevra d'ailleurs prochainement Guillaume Desjardins dans l'émission avec Marie. Ils ont un talent fou à la fois, d'avoir presque anticipé, ou en tout cas d'avoir travaillé, d'avoir un esprit de synthèse assez fort pour écrire cette série en se basant sur ce qui existe déjà et en disant si on y va, on va vers ça. Et ensuite, le talent de mettre ça en scène à trois, de mettre ça en images. Plus en plan séquence. Ça a dû vous faire plaisir, vous, en tant que comédien, parce qu'il y a un terrain de jeu particulier, quoi. Parce que c'est complexe, comme surtout quand la caméra bouge sans arrêt. Il y a énormément de chorégraphie, en réalité. Et on joue tout le temps. C'est-à-dire, même quand on n'est pas devant la caméra, il faut quand même être à l'écoute de ce qui se passe. C'est-à-dire, l'action continue derrière la caméra, puisqu'il faut qu'on se retrouve à un point précis à un moment donné. Mais du coup, on joue, on se croise, on fait il y a pas mal d'interactions. Donc, c'était marrant, parce que c'est une façon de travailler. C'est une journée pour un épisode, c'est une journée de répétition à essayer de refaire et de trouver la bonne chorégraphie. Et ensuite, la deuxième journée consiste à tourner Mais à chaque fois qu'il y a un pain, au bout de 5 minutes, il faut tout reprendre. Et après, des fois, c'est à la 19e minute. Mais enfin, voilà, c'est marrant. On va peut-être montrer les images, parce qu'on ne va pas montrer tout le plan séquence qu'on vous invite à regarder sur MyCanal, mais on a quand même quelques images de cette scène.
Julien, Marianne! Marianne, Julien! Eh, mais elle est où ta mère? Tu veux pas partir sans série? Oh. Bon, bah reste avec ton frère, reste avec ton frère. Je vais la chercher. Ferme, ferme! Marianne! Marianne, faut y aller, là. Regarde. Viens, viens, chérie. C'est pas ici. Mais c'est trop tard, viens, on reviendra te chercher plus tard. Allez, viens. Viens, on va pas te laisser passer quand même. Viens, 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 c'est la folie. Viens, 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 viens. Ah, vite. Viens, chérie, viens. Viens. Sans pression, la tête. Toi, tu prends la voiture de Thierry, d'accord? Et vous montez dans le camion, montez dans le camion. Allez, ça va aller. 8 épisodes, l'effondrement à voir sur MyCanal. Et c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder ces séries qui est assez fantastique, qui nous amène dans un monde qui nous fait peur, puisque c'est le nôtre et qui pourrait effectivement s'effondrer. On va revenir avec vous sur le travail de comédien, effectivement, avec Marie. J'aimerais juste revenir quand même un petit peu sur le travail de vos comédiennes, notamment. Et on parle un peu d'engagement politique sur votre série, sur C'est la vie, là, qu'on peut voir sur TV5 Monde, sur A+, et puis également sur YouTube, également. On peut retrouver une centaine de chaînes africaines. Une centaine de chaînes africaines, exactement, dans plusieurs langues. Oui. Il y a des comédiennes qui refusent, ou est-ce qu'elles ont l'impression de s'engager quand elles font cette série, ou est-ce qu'elles refusent des choses ou pas? Ça, j'aimerais bien savoir. Elle s'engage aussi parce que parler de la condition féminine en Afrique, prendre position justement contre tel ou tel sujet, oui, du coup elles sont devenues des voix, des porte-paroles de toute une société. Et on les arrête dans la rue. C'est ce que j'imaginais, effectivement. On leur demande... bon... Il y a 2 sages-femmes. Du coup, la plupart du temps, on les arrête pour leur dire « Ah, j'aimerais que ce soit toi qui m'accouches » alors que bon, c'est pas vraiment des sages-femmes. C'est quand la fiction rattrape. C'est ça. Voilà, bien la méchante. Et puis sinon, il y a des sujets difficiles aussi pour elles. Ouais. Parce qu'on est quand même dans une société où il y a beaucoup de préjugés sur les femmes. Donc, elles ont comme l'impression de trop se dévoiler, ou même il y a des scènes qu'elles refusent de faire, même malgré des heures de travail, de discussion. C'est compliqué pour elles de se retrouver dans une chambre avec un homme, par exemple, jusqu'à ce qu'on me demande même de les marier avant. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de poids, de toute façon, de la tradition. Et ça, c'est un peu le frein. Dans ce genre de série. Mais en même temps, je connais très bien aussi l'Afrique, et quand on écrit, dans tout ce qu'on écrit, voilà. Vous êtes attentif, vous êtes attentive. Il n'y a pas des scènes, oui. Y a pas des scènes comme ça. Mais quand on parle d'une histoire d'amour, et à un moment, pendant 23 épisodes, le couple, voilà, on se séduit, tout ça. Bon, il y a 26 épisodes, donc 23e épisode, on se dit quand même peut-être qu'il faut qu'elle passe à la casserole. Hein. Je sais pas, il y a un moment, il doit se passer un truc, oui. Et puis là... ça fait monter la tension. Hein. Mais en même temps, non, c'est compliqué parce qu'il ne faut même pas qu'on tienne la main, il ne faut même pas un petit bisou. Ça, c'est compliqué. Donc, il faut l'amener autrement. Et ça, c'est super. Moi, j'ai découvert un nouveau... style, en tout cas, d'écriture, parce que c'est voilà, être un serpent jusqu'à ce qu'on arrive à raconter ce qu'on veut. Et Philippe, du coup, l'effondrement, c'était un peu une prise de risque, on va dire, artistique, technique, une nouveauté, que vous avez renouvelée sur Cause. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur les collaborations avec les réalisateurs de ces 2 séries et la manière dont vous avez appréhendé chacun des 2 sujets? Est-ce que c'est une volonté d'accompagner des projets différents? Alors, il y a ça, il y a une curiosité de ma part, hein, c'est-à-dire que c'est facile d'aller faire des trucs qui te rendent curieux. Et pour l'effondrement, il y avait aussi une volonté presque politique, c'est-à-dire de suivre un peu leur raisonnement. Moi, évidemment, je ne suis pas très militant et je suis pas un très bon citoyen d'un point de vue de l'écologie, je ne suis pas un champion, mais du coup, ils m'ont appris beaucoup de choses. Enfin, leur tournage était très vertueux, mais ça questionnait tout ça, donc ça, c'était intéressant aussi. Est-ce qu'il y avait une conscience à ce moment-là de ce que vous étiez en train de raconter et la situation a évidemment évolué depuis et on se rend encore plus compte
du sujet et de l'importance que la fiction parle de tous ces travers de notre société, mais est-ce que c'était déjà, au moment où vous l'avez tourné, qui est un peu plus ancien Oui, il y avait déjà une conscience de s'engager pour quelque chose. Enfin, ça disait, c'est tellement proche de notre société que de toute façon, même sans la crise là, du moment, on se dit, mais enfin, moi je trouvais qu'ils avaient très bien pensé, sans justement donner l'impression que ça ne pourrait pas arriver ou que c'était trop loin de nous. C'est vraiment, on a l'impression que c'est aux portes de... Mais tout ce qui est dit, il y a une logique implacable qui fait peur. Donc moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir une prise de conscience en disant, ouais, les gars, faut plus... Enfin, voilà. J'avais déjà un peu conscience, non mais c'est vrai, mais quand même, ça aide, voilà, pour revenir sur les bienfaits de la fiction ou sur ramener ça, c'est intéressant. Je pense que ça a dû frapper des gens quand même. Et provoquer une réflexion. On l'a vu aussi avec Years and Years, qui est cette série de Russell T. Davies, qui est à sa manière aussi... Mais ça frappe, parce que c'est fait très intelligemment. C'est-à-dire, justement, ça n'impose rien. Ça dit juste, voilà, on fait ça, on vous montre un truc. Et surtout dans la situation dans laquelle qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Oui, c'est ça. En plus, c'était presque... Voilà. C'est fou. Oui. C'était fou. On dirait que c'est eux qui ont envoyé le virus, à mon avis. Il ne vient pas de Wuhan, il vient peut-être... Voilà, les parasites, quand même, leur les parasites. Vous avez raison. Je veux pas... Voilà. On leur posera la question. Oui. Du complot, il faudra en parler avec eux, mais... Juste pour le travail de comédien, j'aimerais, Philippe, qu'on fasse un petit exercice. Lina propose des madeleines. Des madeleines, ce sont des petits bouts comme ça, d'archives, assez extraordinaires, jamais vues, assez cultes et assez étonnantes. Et je sais que vous avez une vraie fascination pour Patrick Devers. C'est vrai, c'est plus qu'une fascination, c'est une addiction. Eh bien, je vous propose de regarder ces images. On est en 1966, entre 66 et 70. Patrick Devers a 19 ans. C'est une sitcom qui connaît un énorme succès à ce moment-là en France. On en regarde tout de suite un extrait. Tu te souviens quand il m'apprenait à nager? Mais qu'est-ce que vous avez dans cette famille à toujours parler du passé? Et Véro, comment tu la trouves? Pas brillant. Pourquoi tu dis ça? Elle a sérieusement besoin d'être amoureuse. Tu crois? Alors, si j'ai le temps, eh bien, je tâcherai de lui rendre ce service. Vive la vie, Philippe Rebaud. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir Patrick Devers à 19 ans, là, dans une sitcom, dans une série sitcom qui a eu un énorme succès? C'est une des premières en France. Moi, ça me raconte un peu son histoire. C'est-à-dire que j'y vois pas là quelque chose de très joyeux quand on sait, après ce qu'il a raconté de cette période-là, où c'était l'époque où, poussé par un peu sa mère, la famille et tout ça, il était obligé d'être acteur et d'être un peu le jeune premier de service. Je crois qu'il a mis du temps à se remettre de ça. Et après, il a découvert le Café de la Gare. Et moi, c'est cette période-là. Mais je sais que ça lui était désagréable, ce jeune premier, un peu lisse, un peu propre, un peu... C'était pas son état d'esprit, mais voilà. Mais après, il me fascine. C'est-à-dire, je le vois, je sais pas pourquoi, depuis le départ, depuis que je l'ai découvert, ce type me fascine. Peut-être dans une forme d'androgynie, j'en sais rien. Je sais pas comment définir ça. J'ai toujours la même image, c'est que même nu, alors qu'il est velu, qu'il est musclé et tout, je vois un type d'une grâce infinie et je le vois dans son visage. Je sais pas, il me fascine, quoi. Vraiment, je crois que je suis amoureux, mais... Bon, il y a un petit air, Patrick Philippe. Force, mais je crois qu'à force. Alors, c'est pareil, c'est pas à cause de lui que j'ai fait la moustache, mais pas loin. C'est un cumul de Magnum et de lui, mais en gros, oui. Je pense qu'à force de le regarder, et en plus de le regarder jouer, moi, je finis par jouer comme lui, c'est horrible. Enfin, voilà, il faut pas trop que ça se sache. Parce que maintenant que je le dis, une fois que je l'ai dit, ça se voit. Je vois, si je connais toutes ses ruptures, je sais comment il fait. Donc, mais bon, ouais, il me fascine. C'est un fan. Je suis un fan absolu. Est-ce qu'on écoute Calls quand même un petit peu ou pas, Marie? C'est intéressant parce que justement, là, on n'est pas sur le physique, on est sur la voix, parce que c'est une fiction audio. Ça, c'était étonnant à faire. Enfin, moi, là, pour le coup, j'y suis allé par pure curiosité, parce que je ne connaissais pas la série. Hein. J'y suis allé, il y avait ma partenaire favorite, Karine Viard, aussi, et que je trouvais ça fascinant. Je me demandais ce qu'on faisait. Je n'arrivais pas à comprendre le concept, hein, donc j'y suis allé en me disant, ils vont m'expliquer. En fait, et alors c'est marrant de jouer sans l'image, mais de jouer quand même, parce il y avait une mise en place, on était à table, on était assis devant des assiettes, au cas où, je sais pas. Mais on jouait, donc c'était sans caméra, je sais pas, il y avait un truc étonnant à faire. Ouais. Et après, moi, je ne connais pas le résultat fini. Enfin, j'ai même été étonné qu'on prenne pour ma voix.
On va écouter. Ah oui, hein, ah oui. On vous voit pas, hein. Mais on vous entend, attention. Regardez encore une fois. Qui a bien pu te dire que t'étais surdoué? Personne. Mais j'ai lu un livre sur le sujet et je peux te dire, je me suis totalement reconnue. Point par point, c'est incroyable, maman. Mais non. Et toi, Jacques? Un secret à nous confier? Ah, moi, mes secrets, c'est pas le genre de truc qu'Emma peut entendre. Si vous voyez ce que je veux Oui, dire. bah justement, ne dis rien, allez, ne dis rien. Je vous le confirme. Tu fais référence à Elodie? Oh, Rose. Bon, je raccroche, je vous laisse. À tout à l'heure, hein. Oui, essaie de passer plus tôt. Oh. C'est quoi ton problème exactement là? C'est quoi ton problème? Allez, je vous donne un indice. Pourquoi Elodie a-t-elle quitté votre maison? Rose, tu sors de table, maintenant. Ah non, c'est lui qui devrait quitter la table. Attends, celui qui a pris en charge tes formations? Ouais, t'inquiète pas, je te rendrai ton fric. Ouais, c'est bizarrement quand tu deviens indépendante que tu te mets à nous déballer ta morale, là. Va te faire foutre. Non, mais... Calls à voir et à entendre surtout donc sur MyCanal bien sûr. Calls, une expérimentation encore comme l'effondrement, ces nouvelles techniques, des jeunes auteurs, des jeunes créateurs comme ça. Et ça, on sent que ça vous passionne, vous, de participer, si c'est d'expérimenter en quelque sorte toutes les tout à fait possibilités de ce métier. Ça me permet de rester jeune. Enfin, non, mais c'est vrai. Finalement, c'est ça. C'est une curiosité qui me permet de ne pas m'endormir. Parce que sinon, ma tentation, c'est de faire rien. Ça y est, je vieillis, je fais rien de rien, vraiment. Mais non. Et du coup, non, mais c'est ça, ils me proposent. Je suis content que tous ces jeunes et tout ça me proposent. J'aime faire des courts-métrages pour ça, ça me sollicite vachement. Ça me maintient en éveil. Vous allez expérimenter le cinéma, j'ai envie de dire, en chair et en os, en fait, bientôt, Marguerite. Vous avez des projets de films à venir aussi, hein, de réalisation oui, même. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Oui, 2 longs métrages en préparation. Un adapté d'une de mes bandes dessinées, Le Commissaire Kwame, et puis un live. Oui, donc en live. En live. Avec des acteurs. Avec des vrais gens. Pas de l'animation, voilà. Je vais toucher. Les acteurs. Oui, je sais, bah là, j'en vois, là, déjà, c'est pas ouf. D'ailleurs, en vache. Il y en a des sympas. Il y en a des sympas. Ouais. J'aime bien votre simplicité. Et puis un deuxième film, une création. Et par contre, là, je réaliserai. Oui. Ah ouais. Et Akissi aussi qui est... Et Akissi qui est en série d'animation. En série pour France Télé. Merci beaucoup Marguerite Aboué, merci d'être venue avec nous. Je rappelle, C'est la vie donc en diffusion sur TV5 Monde, sur A+, et dans le monde entier, s'enchaîne, vous le disiez, en Afrique, dans 4 langues vernaculaires, et Philippe Probo également dans le monde entier, dans plusieurs langues. En tout cas, l'effondrement en call, c'est sur MyCanal, bien sûr. On vous retrouve prochainement au cinéma aux côtés d'un de vos amis, Michel Leclerc. Devant la caméra d'Édouard Deluc également en tournage, un projet à venir. Tout va bien, Et Nadège Loiseau qui vous aime bien aussi. Nadège Loiseau une série pour Netflix. En train de faire une petite série pour Netflix, enfin petite dans le sens de ces 3 épisodes de 50 minutes qui s'appelle 3 fois Noël. Enfin, génial, ça sera pour Noël. Donc Et l'amour flou en série. Et l'amour flou en série, qui a été exploité par mon ex-femme. Avec Romane Boringer, 2 et avec Romane Boringer, on a bien compris. Oui. Et ça sera sur Canal+. Et on a mis tout le monde. On sera sur Canal+, on l'espère, autour de la rentrée cet automne, voilà, quand tout ira mieux. Merci Marie. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Marguerite, merci Philippe. À très vite donc pour une nouvelle émission de Série.